Bonjour, je suis Marjorie Barry-Villa, technicienne en documentation chez Collecto et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koha. Donc l'enregistrement est en cours, c'est parti. Vous êtes là aujourd'hui pour les nouveautés de la version 17.05. Toutes les instances n'ont pas eu encore la version. Il en reste 8 à migrer. Là, je suis sur une instance de test qui est donc en version 17.05. Et je vais pouvoir vous présenter les nouveautés. Donc je vais commencer par l'OPAC parce qu'après l'OPAC, toutes les nouveautés vont être à l'intranet, vu que ça va concerner catalogage, acquisition périodique, etc. Donc on va commencer par les nouveautés de l'OPAC. Pas grande nouveauté pour ça, je vais fermer ces onglets-là. Je vais me déconnecter pour commencer. Donc on est toujours sur l'instance de test, même si on voit le logo du cégep de Drummondville, c'est parce qu'on avait chargé leur base de données pour faire un dernier test avant leur migration. Donc les données sont de ce cégep-là, mais c'est bien l'instance de test. Donc une nouveauté qui concerne quand on est dans le dossier de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous allez beaucoup vous en servir, mais il y a une préférence système en lien avec cette nouvelle colonne ici qui permet aux utilisateurs de vous laisser des messages sur un document en particulier. Donc je pense que ça a été fait au départ pour pas forcément pour laisser un roman pour que l'utilisateur vous envoie tout un laïus sur un document en particulier, mais plus pour là on a pris l'exemple page 27 manquante ou pour donner une information sur un document. Ce message-là, quand le message est inscrit, par exemple, si j'inscris couverture arrachée, le fait d'avoir écrit une note, ça me met un bouton pour soumettre la remarque. Donc j'envoie ma remarque. Qu'est-ce qui se passe? Donc bon, là, il y a un message qui dit que le message a bien été envoyé à l'intranet. Ce qui va se passer, il y a plusieurs choses. Il y a un courriel qui va être envoyé à l'adresse courriel d'administration, donc qui est mis dans votre préférence système, donc l'adresse générique que vous avez dans la préférence système normalement ici. Koha admin email. Donc là, il y a un courriel qui est envoyé à cette adresse-là pour dire qu'un commentaire a été émis sur un exemplaire. Et également, donc dans ce courriel-là, vous allez avoir qui a envoyé pour quel document et quelle est la note de ce commentaire-là. Et également, quand le document va être retourné, comme c'est moi qui ai mis la note, en tout cas en espérant que ça marche, parce que moi et mes tests en direct, des fois ça marche pas. Lors du retour du document, donc c'était pour l'exemplaire 2, on va le tester comme ça, il y a le message qui va apparaître sur l'écran du retour. Donc on a la note ici de l'utilisateur qui a été rajoutée le 22, c'est le jour de l'ajout, la date de l'ajout de la note par l'utilisateur, et quelle est la note, ça va être inscrit ici. Donc si la personne avait laissé un message, on le voit à ce moment-là, en plus de l'avoir vu par courriel pour l'utilisateur. Ça va, c'est pas une grosse nouveauté, mais peut-être ça vous permettrait à vos utilisateurs de communiquer avec vous sur des problèmes sur un document où je n'ai pas trouvé d'exemple concret dans quel cas on l'utiliserait, mais peut-être que ça vous parlera. Donc petite nouveauté pour l'OPAC. Ensuite, autre nouveauté pour l'OPAC, ça concerne les nouvelles qui s'affichent dans la colonne centrale ici. Quand on a la possibilité maintenant de faire afficher des nouvelles par site. Donc ça c'est pour les instances multisites, ça peut être intéressant parce qu'il y a une nouveauté qui concerne une succursale, mais ça ne concerne pas forcément le cégep globalement, toutes les succursales. Donc on peut faire au moment où on crée une nouvelle, choisir pour quel site on veut le faire apparaître. Et là, par exemple, je ne suis pas connectée, donc Koha ne détecte pas
à quel site j'appartiens. Donc, je vois en premier la nouvelle qui concerne tous les sites, mais je pourrais voir aussi une nouvelle sur un site en particulier. Donc, ça va recharger. Donc, je vois les nouvelles pour tous les sites et la nouvelle pour le site test. Dès que je me connecte, moi j'appartiens au site test. Si je reviens sur l'accueil, par défaut, je vais voir les nouvelles qui concernent le site test. Bien sûr, je pourrais aller voir les nouvelles des autres succursales, mais comme il m'a détecté que j'appartenais au site test, la nouvelle en premier qui apparaît, c'est celle qui concerne ma succursale. Donc ça, c'est au moment où vous créez les nouvelles à l'intranet, donc dans l'outil nouvelles. On choisit en fait, donc ça va pour faire afficher à l'OPAC en français, et ça concerne quel site, donc site dépôt, la nouvelle qui concerne le site dépôt, donc elle apparaîtra que pour les personnes qui sont connectées au site dépôt. Ça a un lien avec une préférence système. C'est je reviens ici. Donc je vous disais, je pense avant de couper, que cette option de pour les nouvelles à l'OPAC pour les différencier d'un site, la possibilité de les différencier d'un site, c'est une préférence système qui s'active. Donc si vous voulez donner le choix en fait à vos utilisateurs de pouvoir choisir quelle nouvelle voir en premier, ou en tout cas d'avoir le choix aussi de voir les nouvelles des autres sites, c'est une préférence système. Sinon, si vous ne voulez pas voir le menu déroulant, vous désactivez la préférence système et à l'OPAC, ça fera comme avant le même affichage. Je vais juste recharger ma page. Le même affichage que vous aviez avant. Attendez, j'ai perdu ma fenêtre de clavardage. Pour l'affichage des nouvelles. Ok. Hop. Je me suis rouvert ma fenêtre de clavardage pour voir vos messages. Ok. Pas de questions là-dessus, je vais continuer. Hop, je reviens ici. Donc, autre nouveauté. Ça concerne les périodiques, mais c'est pour. Il y a d'autres nouveautés pour les périodiques, plus à l'intranet, mais pour l'OPAC, je voulais vous montrer une petite nouveauté. Je vais faire une recherche d'abonnement de périodique. Je sais pas. Bon, je vais pas regarder. Je sais pas, ça va me donner plus de résultats. Sinon, je vais chercher un titre que je connais. Ce sera plus simple. Ouais, si j'écrivais mieux, ça irait mieux. Ok. Donc, dans l'affichage des périodiques à l'OPAC, on va essayer d'en trouver un qui est vraiment une ressource de périodique. Ah, il est là. C'est ici, ce bouton ici. Je sais que peut-être quelques-uns l'avaient déjà activé, mais avant, dans la version, mais dans les autres versions, il était loin. Il fallait vraiment le chercher loin, ce bouton-là, pour donner la possibilité aux utilisateurs de s'abonner à une notification par mail. Donc, il faudrait qu'on corrige ce terme-là, qui est en anglais encore, pour recevoir un courriel. Donc, les personnes qui seraient intéressées à savoir qu'un nouveau fascicule a été bulletiné et qui est arrivé dans votre collection, vous avez la possibilité de donner la possibilité aux utilisateurs de s'abonner au périodique. Donc en s'abonnant ici, ils vont recevoir un courriel à chaque fois que vous bulletinez un nouveau numéro de ce périodique-là en leur disant, après le courriel, il est paramétrable. Ça ne change pas, c'était comme ça déjà avant. La nouveauté, c'est que ce bouton-là apparaît maintenant ici directement dans l'onglet abonnement, alors qu'avant, il fallait le chercher dans plus de détails et aller voir dans l'état de collection. Donc il fallait vraiment faire 3-4 clics avant de pouvoir le retrouver et offrir la possibilité. C'est pour ça que des fois les gens se décourageaient et n'allaient pas jusqu'au bout de l'opération. Mais là maintenant, si ça intéresse peut-être vos professeurs, vos enseignants, d'être tenus au courant quand le nouveau numéro arrive à la bibliothèque, ils vont trouver plus facilement ce courriel-là.
Pour rappel, pour que ce bouton apparaisse dans la fiche de l'abonnement, quand vous êtes en création d'abonnement ou en modification d'abonnement, vous avez ici la notification de l'utilisateur. Vous avez soit aucun, ça veut dire qu'on ne pourra pas s'abonner à une notification, ou alors par défaut, il y a une notification qui s'appelle liste de routage, même si le nom n'est pas forcément très clair, mais ça veut dire qu'il y a une notification dans l'outil où on gère les notifications, une notification qui s'appelle liste de routage, et c'est ce courriel-là qui s'envoie quand la personne s'abonne à l'OPAC pour recevoir une notification. Donc il y a ce paramètre-là à mettre pour faire afficher le bouton, et dans la section des outils, dans notification et tickets, dans toute votre liste de courriels que vous pouvez paramétrer dans Koa, il y en a un qui s'appelle liste de routage. Et c'est ce courriel-là que vous pouvez modifier et qui va s'envoyer à vos utilisateurs pour leur dire qu'il y a un nouveau fascicule de la revue Historia qui vient d'être reçu. Peut-être qu'il est juste en consultation. Après, c'est vous qui mettez le message que vous voulez. José, il y a une préférence pour ça, pour faire afficher le bouton ou pour ça va dans l'abonnement. C'est vraiment pour chaque abonnement, tu actives ou pas la notification. Donc, si, je ne sais pas si c'était... OK. Donc, c'est vraiment pour chaque abonnement. Ce n'est pas une préférence générale. C'est vous qui avez décidé pour quel abonnement vous voulez donner la possibilité de s'abonner. C'est bon pour ça. Donc, pour l'OPAC, on continue. Ça va concerner la connexion. À l'OPAC, il y a une nouvelle préférence système qui va permettre de bloquer un compte si la personne, ça c'est vous voulez, vous pouvez lui donner par exemple 3 tentatives de connexion avec mot de passe et puis après ça échoue ou son compte ne pourra plus se connecter à l'OPAC si, donc c'est plus peut-être quelque chose de sécuritaire. Avant on pouvait tenter de se connecter, il n'y avait pas de limite. Vous pouvez toujours laisser cette limite à illimité, mais maintenant il y a une nouvelle préférence système qui s'appelle failed quelque chose, fail login. Donc là j'ai mis 3 tentatives, le texte il va falloir faire des corrections sur le texte de la préférence système, mais vous pouvez indiquer le nombre de tentatives possibles pour la connexion. Et donc après 3 tentatives infructueuses, donc par exemple si je fais le test, 1, donc là il faut 2. Donc le compte a été bloqué, la personne demande... attends Francine, je vais revenir à ta question. Donc le compte a été bloqué parce que j'ai dépassé au bout de 3 tentatives, mon mot de passe a échoué, donc on me propose de réinitialiser mon mot de passe. Donc ça aussi, ça vient avec une préférence système pour autoriser les gens à modifier leur mot de passe en ligne. Cette possibilité-là de modifier son de récupérer un mot de passe perdu, c'est pas nouveau de la version 17.05, mais du coup, elle est en lien avec le compte bloqué et donc pouvoir utiliser le mot de passe oublié ou de réinitialiser le mot de passe après 3 tentatives. Pour débloquer, donc pour débloquer le compte, il faut que la personne redemande un mot de passe. Donc on rentre l'identifiant, donc ça va être sûrement le numéro DA pour vos étudiants. Là c'est puis mon adresse courriel qui est indiquée. Alors là, je ne sais pas si les courriels sont activés sur l'instance de test. Ah, c'est peut-être pas le bon, j'ai peut-être pas mis mon. Il faut que l'adresse courriel corresponde à celle qui est dans le compte de l'utilisateur. Comme je n'avais pas, c'est parfait. Il faut qu'il y ait une adresse courriel pour qu'un mot de passe soit envoyé par courriel. Donc ça dépend si vos utilisateurs ont forcément
un mot de passe, ou alors après ils vont devoir venir vous voir au comptoir de prêt pour que vous puissiez leur donner un nouveau mot de passe s'ils n'ont pas d'adresse courriel dans leur, dans leur compte. Ça change, alors ça change le mot de passe juste dans Koa ou dans le DA. Tu veux dire par rapport à votre LDAP, Anne-Gaëlle? Là, c'est juste, il n'y a pas de connexion, c'est juste dans Koa. Il n'y a pas de connexion dans l'autre sens finalement. Mais vous faites un chargement de fichiers, mais il n'y a pas de connexion dans l'autre sens pour les mots de passe. Donc là, normalement. Donc là, je vais avoir ça me met un message comme quoi je vais recevoir un courriel avec un lien et pour réactiver, pour rechoisir un nouveau mot de passe. C'est bon Bernard, j'avais répondu à ta question. Francine, c'est quoi le truc de banque de données norvégienne? Je pense que tu as vu quelque chose dans les préférences système, mais c'est là depuis longtemps. Je ne sais pas si peut-être tu l'avais jamais. En fait, je pense que c'est... non, je ne sais plus où c'est. Je sais qu'il y a quelque chose effectivement pour la Norvège, mais je ne le trouverai plus. Où c'est que tu l'as vu, Francine? Mais je sais qu'il y a, qu'il y a quelque chose effectivement pour la base de données norvégienne des utilisateurs, mais ça concerne que la Norvège, donc qui avait demandé un développement ou qui a fait un développement pour Koa, rien que pour eux, pour la connexion des utilisateurs. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi la préférence système est là-dedans. Lorsque tu étais dans le dossier de l'usager. Et là, je le vois dans la préférence système. C'est vrai que la nouvelle préférence système a été mise dans ce pavé-là. Aucune idée pourquoi, parce que ça concerne tous les comptes et pas forcément ceux de la banque d'Orphée. Mais là, est-ce que vous voyez à l'écran le pavé dont je parlais? Lise et Francine, je pense que c'est ça que vous avez vu par rapport à la banque de données norvégienne des utilisateurs. Mais effectivement, pourquoi cette référence système, la nouvelle que je viens de vous présenter, a été mise dans ce pavé-là, je ne sais pas. Mais elle concerne les comptes, peu importe le pays où on est. Attends, alors je vais retourner dans mon message, dans mon compte ici. Envoyer un message lorsque tu étais dans le dossier de l'usager tout à l'heure. Alors, je vais essayer. Alors du coup, est-ce que j'ai reçu mon courriel pour réactiver mon compte? C'est possible, je vais aller voir. Non, je ne l'ai pas reçu. Ça c'est parce que les courriels ne sont pas activés sur cette instance. Ok, écoute, je vais essayer de me connecter. Là, du coup, mon mot de passe n'est pas... je sais pas, Francine. Si jamais tu le revois réapparaître quand je fais autre chose, tu me diras. Parce que j'ai montré mon compte. Est-ce que c'était ici? Là, je suis dans mon dossier. Aucune idée. Mais tu me diras si jamais tu le revois. Je vais continuer pour les présentations des nouveautés. Pour l'OPAC, il n'y a pas plus que deux choses. C'était vraiment les 4 points qui concernaient que l'OPAC. Peut-être qu'on y retournera après avec certaines nouveautés qui concernent plus, qui sont en lien aussi avec l'OPAC, mais sinon, c'était tout pour cette section. Je vais continuer maintenant donc avec plus à l'intranet. J'ai comme séparé aussi un outil, un catalogage et acquisition, mais il y a une section que j'appelle intranet où ça concerne un peu tout ce qui touche à l'intranet, autant les utilisateurs que la circulation et les autres outils. Donc je vais les présenter maintenant. Donc quand on est à l'intranet, je m'étais mis un lien lorsqu'on va faire une recherche catalogue, donc pas dans le module catalogage, mais en catalogue, dans le catalogue, il y a juste une nouveauté au niveau des réservations. On a le nombre des réservations. Avant, on avait le lien pour aller faire une réservation. Et maintenant, au niveau de l'affichage, on a une information en plus. On peut savoir
directement s'il y a déjà une réservation en cours. Avant, il fallait aller dans la notice pour le voir. Maintenant, l'information s'affiche ici, donc ça peut être un gain pour si on veut savoir rapidement s'il y a des réservations sur une notice. Ensuite, autre nouveauté, là c'est un peu en vrac, hein, il y a des choses qui, mais finalement vous allez vous y retrouver. Il y a la possibilité, au niveau de l'affichage du module circulation, finalement, quand on est sur la page d'accueil du module circulation, on a accès à tous les outils, mais après, par exemple, si je me place dans la page des retours, avant, on n'avait pas accès aux liens, aux outils en fait du module circulation. Il fallait qu'on revienne sur la page d'accueil circulation pour voir ces différents outils. Donc maintenant, quand on va être ailleurs que la page d'accueil, on va pouvoir avoir accès aux outils du module circulation. Si cette colonne-là, vous ne voulez pas la voir parce que votre truc prend trop de place, là, je trouve que c'est correct, mais moi j'ai un écran qui me permet de voir quand même pas mal de choses. En fait, c'est un lien avec une préférence système. Si vous ne voyez pas cette colonne-là, pour ceux qui sont passés en 17.05, c'est je ne sais pas si la préférence système est activée par défaut, mais si vous voulez avoir accès aux liens rapides, peu importe où vous vous trouvez, en fait, par exemple, si je vais dans les réservations en attente de retrait, je vais avoir accès aussi à cette colonne-là, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait que je revienne sur la page d'accueil du module circulation. Donc c'est aussi en lien avec une préférence système. Là, c'est sûr, vous n'allez pas retenir toutes les préférences système que je vous mais vous pouvez le retenir. Donc c'est Circ Sidebar. Donc c'est activer ou désactiver. Si vous désactivez, vous allez revenir à un affichage que vous aviez avant. Je ne la vois pas. Mais si tu ne la vois pas, José, que tu veux le faire afficher, donc c'est ça. Il faut aller voir la préférence système Circ Sidebar et activer pour faire afficher la barre de navigation. Et elle va apparaître, donc pas sur la page d'accueil, mais quand vous allez être ailleurs par exemple dans les rapports pour pouvoir y accéder. Ok, parfait José. Ensuite, une préférence système qui existait déjà. Alors, je ne vais pas juste non, qui n'existait pas et qui, je pense, ça fait un bout que vous voulez avoir ça, en tout cas comme correction. C'est au niveau des réservations et du nom et du nombre de jours pendant lesquels la personne peut venir chercher une réservation. Donc il y a une préférence système, celle-là elle existe depuis longtemps, où vous pouvez indiquer par exemple 5 jours, et donc la personne quand un retour est fait sur un document, l'exemplaire est mis en attente de retrait pendant 5 jours par exemple. Et donc il y a une date qui est inscrite dans la réservation, et il y avait une date aussi qui est mise ici pour dire que la personne peut venir le retirer jusqu'au 28 février. Donc si je vais voir ma préférence système, c'est pick-up. Donc là, c'est cette préférence qui n'est pas nouvelle, où vous avez indiqué Reserve Max Pickup Delay, où on a indiqué un nombre de jours maximum que la personne peut venir chercher l'exemplaire. Donc il y a un courriel qui peut être attaché à ça, puis vous pouvez imprimer aussi un reçu de réservation. Et donc dans le module circulation, vous allez avoir la réservation va se trouver ici dans les exemplaires en attente de retrait. Et puis quand ça dépasse le 5 jours, donc votre préférence système, il passe ici dans cet onglet-là, et après à vous de voir si vous voulez soit contacter la personne une dernière fois avant d'annuler la réservation si elle n'est pas venue chercher son exemplaire. La nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle préférence système rattachée à ça pour exclure les jours fermés du calendrier. Donc ça peut être, si vous êtes fermé le samedi, dimanche, par exemple, moi j'ai fait le test sur mon compte hier, le retour a été fait hier sur ce document-là. Non, c'est pas là où je voulais aller, mais on va peut-être le voir ici. On le voit en attente depuis le 21 février. Donc le retour a été fait hier, donc l'exemplaire a été mis en attente pour moi hier. Normalement, c'est 5 jours
pour venir récupérer. Mais comme le calendrier est fermé le samedi et le dimanche, ben, la date d'expiration, du coup, est décalée au 28 février. Donc, si on compte les jours, on voit que le samedi-dimanche n'est pas pris en compte dans le total des 5 jours. Donc, 1, 2, dans la journée du 22 aujourd'hui, 2, 3, 4, 5. Donc, ça enlève la fin de semaine si votre calendrier est fermé. En fait, ça va enlever les jours fermés, ça va sauter les jours fermés de votre calendrier ou les prendre en compte, ça dépend comment on le voit. Donc ça, c'est une nouvelle préférence système. Je pense que ça, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées avec ça. C'était quelque chose qui était attendu. C'est dans la, si on cherche pick-up dans les préférences système, on va retrouver cette nouvelle préférence système. On permettre que là aussi du correction à faire au niveau du français pour cette préférence système, mais permettre que donc les jours fermés soient pris en compte dans les réservations pour venir récupérer les exemplaires. C'est une préférence système par défaut. Pour ceux qui sont passés à 17,05, je pense que ça se met à permettre, mais si vous voulez avoir le même comportement qu'avant, c'est-à-dire ne pas prendre en compte les jours fermés, il faudra peut-être désactiver la préférence, mais je pense que par défaut, ça se met à permettre lorsque vous passez à la version 17.05, à vérifier. Mais si vous voulez donc que les jours fermés ne soient pas pris en compte, enfin soient pris en compte plutôt, et que votre date se cale par rapport à ça, il faut activer la préférence système. Ben, Suzy, je sais pas, la préférence système est liée. Maintenant, est-ce que ça permettre ou ne pas permettre en défaut quand vous passez à la version 17.05, c'est possible que ce soit mis à ne pas permettre pour pas différencier pour pas changer le comportement d'avant. Mais ok, bon mais ok, bon donc si vous voulez l'activer, il va falloir aller dans votre préférence système pour le mettre à permettre pour ceux qui sont passés ou ceux qui vont passer dans les prochains jours. Donc c'est en cherchant pick-up dans les préférences système, vous allez le trouver, puis c'est dans la documentation sur le site de la communauté. C'est bon pour ça? Pas de questions? Ensuite, ça c'est beau. J'avais mis un lien vers le rapport de... oui, je crois savoir pourquoi. Dans le rapport de circulation au niveau des retards. Ce qui est nouveau, puis Patrick, je pense, mais je pense que, parce que j'ai mis juste le lien. Ah, attends, avant de passer à autre chose, je vois Josette a une question. Est-ce qu'il va tenir compte des journées selon les calendriers propres à chaque site? Ça devrait. Je devrais. C'est un calendrier différent par multisite. Oui, parce qu'il va regarder en fait les jours fermés, donc il va se baser sur un calendrier de ton site, de la réservation. La personne elle a fait une réservation sur un site en particulier. Si la réservation est faite sur le site en particulier, c'est le calendrier du site en particulier qui va être pris. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Donc peut-être que tu auras pu faire le test dans les prochains jours et me signifier s'il y a un problème là-dessus. Pour le rapport des circulations, si je ne me trompe pas, mais attendez, je vais juste faire une contre-virgule, parce que je me suis mis le lien pour vous le montrer, mais là j'ai comme un blanc à savoir est-ce que c'est vrai. Oui, c'est ça. Le rapport des retards, avant, c'était pas un tableau, comme on appelle le tableau intelligent. Il y a l'affichage de ces tableaux-là permet de, si vous cherchez un exemplaire en particulier dans vos documents qui sont en retard, de commencer à faire une recherche et d'aller trouver peut-être, là j'ai cherché le titre carte mémoire et donc dès que vous commencez à écrire du texte, ça commence à chercher et vous pouvez défiler dans le tableau. Donc ça c'est juste l'affichage qui est... Oui, c'est ça Patrick. On a cherché le mot longtemps parce que c'est souvent que Koha change ces tableaux-là, les data tables, dans le code, puis on essaye d'en mettre des fois, c'est intéressant comme tableau pour en faire des recherches rapides. Puis on a cherché longtemps et Patrick comment ça s'appelait dans le code de Koha, mais ce sont des data table, je sais plus. Voilà pour la nouveauté. Je continue. Hop. Ensuite,
il y a une préférence système, puis là, celle-là non plus, je pense pas qu'elle soit activée par défaut, puis peut-être que vous l'activerez pas, parce que moi je trouve ça tannant, mais bon, après, peut-être que vous trouverez ça intéressant. C'est check, prev, check out. Donc, vérifier ou ne pas vérifier. Puis il y a un paramètre plus général pour les catégories d'utilisateurs, si vous vouliez le mettre par défaut pour une catégorie en particulier et pas forcément pour une autre. C'est lors d'un prêt, je vais le mettre à vérifier, puis vous allez voir, mais ça peut être vite tannant, à mon avis. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'intérêt encore. Peut-être que ça concerne plus peut-être les bibliothèques municipales, je ne sais pas. Mais dans le fond, c'est en mettant à vérifier si j'emprunte un exemplaire que j'ai déjà emprunté. Donc par exemple, le code barre 111 que j'ai emprunté. Donc comme c'est un exemplaire que j'ai déjà emprunté dans mon compte à moi, je vais avoir un message qui me dit l'utilisateur a déjà emprunté ce titre. Prêter quand même. Donc ben oui, je veux le remprunter une deuxième fois, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit. Mais donc c'est un message en plus, donc des fois on a beaucoup de messages en circulation. Donc peut-être que vous allez trouver ça pénible à la longue de devoir toujours cliquer pour un clic supplémentaire, mais peut-être que c'est un besoin pour certaines instances. Donc si vous voulez avoir une vérification qui soit faite sur les prêts anciens en fait d'un utilisateur, au lieu de devoir regarder dans l'historique de circulation, des fois il y a peut-être des personnes qui veulent savoir s'ils ont déjà emprunté. Après, est-ce que l'historique vous le gardez tout le temps? Est-ce qu'il faudrait le garder? C'est une autre question. Mais au moment du prêt, on peut avoir un message et donc une vérification qui est faite sur les exemplaires qui ont déjà été empruntés. En fait, si tu supprimes l'historique de prêt de quelqu'un et l'historique n'existe plus dans le compte, ça veut dire que c'est effacé de la base de données. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point la préférence système va fonctionner si tu supprimes l'historique de prêt. C'est ça le problème dans le fond. Alors je sais pas, je pourrais me renseigner, José, si tu voudrais parce que la préférence, en tout cas l'historique de prêt reste attaché, on peut le rendre anonyme. Mais une fois que c'est anonyme, du coup, comment savoir l'utilisateur s'il a déjà emprunté, si la donnée a été envoyée dans la base de données, dans la table anonyme, dans le fond. Donc, je suis pas sûre que ça fonctionnerait dans ce sens-là, mais je vais me prendre une note pour vérifier où va chercher l'information pour cette préférence système-là. Donc, je pense pas qu'elle soit activée par défaut. Maintenant, si vous voyez ce message-là apparaître et que vous trouvez ça tannant, ça peut venir de la préférence système pour check, prev, check out. C'est beau, je continue. Une autre préférence système en tout cas, il y a eu des gens qui avaient eu des problèmes avec cette préférence système-là, qui existe depuis un moment déjà dans Koa. C'est Return Before Expiry, je ne sais pas comment on dit. Donc cette préférence système-là, quand elle est activée, ça veut dire que si leur compte d'utilisateur expire, par exemple, si j'ai mon compte qui expire le 23, quand je vais faire un prêt, la date de retour la préférence système va prendre le dessus par rapport aux règles de circulation et la date de retour va être le 23 février parce qu'on veut que les utilisateurs ramènent leurs documents avant l'expiration de leur dossier. Donc ça peut être pratique pour les fins de session où on veut que les documents reviennent en fait avant que la personne finisse sa session ou son séjour au cégep. Donc ça peut être pratique. Donc il faut activer cette préférence système-là. Le problème qu'il y avait avec cette préférence système-là, c'est que si par exemple vous mettez à jour vos utilisateurs en lot souvent avec un chargement d'un fichier XML ou CSV, ils ont une date d'expiration qui est commune à tout le monde et la fin de la session a été définie par exemple dans Clara à un samedi. Donc on va dire le 5, je ne sais pas si c'est ça, mais on va dire le 19 mai, c'est la fin de session pour tout le monde. Donc les dossiers ont une date d'expiration au 19 mai. Donc là, pas de problème, tout va bien. On est en janvier, donc les prêts et les retours se font normalement. Quand on approche de cette date d'expiration-là, vu
si vous avez activé la préférence système, les retours vont, avant la version 17.05, c'est ça qui a été corrigé dans la version 17.05, les retours se faisaient malgré tout sur une journée qui était peut-être fermée dans votre calendrier. Donc la date de retour de l'exemplaire allait se positionner sur le 19 mai parce que vous aviez activé la préférence système et que c'est celle-ci qui prévalait sur les règles de circulation, mais du coup ça pose un problème parce que ça met une date de retour un samedi. Donc ça, c'est ce que vous aviez avant dans la version 16.22, 16.11, 16.22, 16.11, mais c'est ça qui a été corrigé dans la version 17.05. Donc si jamais, peut-être que vous n'avez jamais eu ce problème-là parce que vos dates de retour, vos dates d'expiration de dossier n'était jamais une fin de semaine, c'était toujours choisi en fonction du calendrier et donc la date qui venait de Clara était peut-être soit un vendredi ou un mercredi. En décembre, des fois, ça finit le jour de l'épreuve uniforme. Donc peut-être que vous n'avez jamais eu ce problème. Et pour ceux qui avaient déjà vécu ce problème-là, je sais que j'avais eu un ou deux cégeps qui avaient eu ce problème-là. Maintenant, si jamais ça continue, vous avez des dates d'expiration qui arrivent une fin de semaine et que vous avez activé la préférence système, Koa va regarder en fait la date ouverte dans votre calendrier juste avant la date d'expiration. Donc si votre dossier expire le 19, la date de retour va se positionner au 18 mai parce que dans votre calendrier, ça va être fermé le 19 mai. Donc, il va prendre en compte la date du dossier de l'utilisateur, mais si c'est une journée qui est fermée dans votre calendrier, ça va être, la date de retour va se positionner le jour avant. Puis si le vendredi est fermé, ainsi de suite, ça va aller jusqu'au au jour le plus proche, en fait, avant la date d'expiration. Ça va? Vous m'avez suivi? Donc peut-être que ça ne vous concernait pas, mais au moins ça a été corrigé et vous aurez plus avoir de problème sur cette préférence système-là quand vous l'aviez activé. Je continue si vous n'avez pas de questions. Pour toujours au niveau de la circulation un peu dans le compte de l'utilisateur, quand des avis de retard sont envoyés, donc ou des avis de retard ou préavis, ou d'autres avis aussi, d'autres notifications qui sont envoyées pour un utilisateur. Vous allez avoir dans l'onglet notifications toutes les notifications qui ont été envoyées. Alors on voit le courriel pour retrouver mon mot de passe, mais là il est en attente parce que je pense que sur l'instance Archie, on a désactivé l'envoi des courriels automatiques. C'est pour ça que c'est toujours en attente, même si ça fait 20 minutes. Mais pour un courriel qui va être, donc là comme il va être en attente, je ne vais pas avoir l'exemple. Attends, je vais aller dans ton compte Patrick parce que tu dois en avoir qui... ah, quoique. Comme on a chargé la BD de... est-ce que depuis tu t'es envoyé des courriels? Je ne sais pas. Ouais. Bon, maintenant, je vais aller... Je voulais pas forcément... Mais... prendre une personne qui a déjà, en fait, c'est ça, un exemplaire qui a déjà été envoyé. Quand un courriel a été envoyé, donc un avis de retard, un avis de courtoisie, vous avez la possibilité de renvoyer. Alors je sais, peut-être que c'était déjà actif dans la version d'avant, mais ça a été, en tout cas si c'était bancal comme, je sais qu'ils ont revu ce bouton-là, donc maintenant j'ai un doute de savoir s'il était déjà là dans la version d'avant, mais vous pouvez, par exemple, si la personne n'a pas répondu à votre premier courriel, puis avant que l'autre courriel s'envoie, qui est automatique, vous pouvez décider de renvoyer, donc ça va renvoyer le même courriel à la même personne, mais il n'y a rien d'automatique, c'est vous qui allez le renvoyer via ce bouton. Donc c'était, je vais quitter la page. Et puis pour l'intranet, alors là ça n'a pas un rapport avec la circulation. Attendez, je vais vérifier juste pour pas trop vous mêler. Est-ce qu'il y avait autre chose pour les dossiers d'utilisateurs? Oui, attendez, avant de passer à autre chose, quand on est dans le compte de l'utilisateur, il y a deux petites choses au niveau des informations qu'on peut voir. Quand vous rajoutez un message ici, attendez. Non, c'était pour les restrictions.
Je ne veux pas me mêler avec la nouveauté. Quand vous avez une restriction rajoutée à un compte, donc là, compte bloqué par exemple, donc les restrictions, ça peut être soit mis automatiquement avec vos avis de retard, ou alors c'est vous qui mettez une restriction sur le compte. Donc là, on voit le compte est suspendu. Avant, quand on était dans l'onglet détail, on avait peut-être ce message-là comme quoi le compte était bloqué, mais on n'avait pas l'indication ici comme quoi il y avait une restriction. Donc c'est selon où vous êtes dans le dossier d'utilisateur, ça a été ajouté pour le voir dans l'onglet détail. Des fois on arrive par défaut dans l'onglet détail quand on vient de faire un retour ou de document. On n'arrive pas forcément dans l'onglet prêt, donc ça permet des fois de voir d'un seul coup d'œil qu'il y a eu d'un seul coup d'œil, de le voir en tout cas qu'il y a eu des restrictions dans le compte. Je pense que c'était tout pour le dossier d'utilisateur. Je vais quand même rester dans la circulation pour vous parler d'autre chose par rapport aux exemplaires perdus. Donc il y a une nouvelle préférence système. Je n'ai pas besoin d'enlever ma restriction pour vous parler de ça. Donc avant la version 17.05, quand on voulait déclarer un exemplaire perdu, il y avait plusieurs façons, mais selon ce qu'on voulait en fait qui se passe dans le dossier d'utilisateur, il y avait 2 places pour le faire. Donc ça c'est pas nouveau de la version 17.05, puis ça date depuis le début de Koha. Si vous vouliez que, donc lorsque vous déclarez un document perdu, il y avait comme 2 façons. Soit de le faire comme en modification d'exemplaire, donc plus du catalogage. Donc on va dans la modification de l'exemplaire, puis on marque un statut perdu, un des statuts qui est disponible ici. Et puis finalement, il n'y a rien qui se passe de particulier dans le compte de l'utilisateur parce qu'on considérait que ça, c'était plus du catalogage finalement qu'un lien avec le module circulation. Donc, on pouvait changer le statut de perte ici, mais il n'y a rien qui se passait dans le dossier d'utilisateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix de remplacement qui était chargé, ce prix-là de remplacement n'était pas chargé à l'utilisateur, et puis le retour du document n'était pas fait automatiquement. Donc c'était vraiment plus pour une action de catalogage. Cependant, si vous le faisiez à partir de l'onglet exemplaire, puis c'est dans le cas, pour ceux qui sont encore dans la version 16.11, c'est comme ça, et puis aussi ça reste comme ça dans la version 17.05 si vous n'avez pas activé une préférence système. C'est-à-dire que à partir de l'onglet exemplaire, on peut aussi déclarer des statuts perdus, endommagés, retirés, mais le statut perdu, il a un lien avec le module circulation. Je vais essayer de retrouver mon exemplaire. Si je change ici mon statut perdu, et que je clique sur définir le statut, il va se passer 2 choses en fait dans mon compte. Il y a le prix de remplacement qui va se charger comme amende dans mon compte, et le retour du document va être fait dans mon dossier, donc le document ne sera plus emprunté. Ça, c'était le comportement avant la 17.05 et on n'avait pas vraiment d'influence là-dessus, sauf si on ne voulait pas que le prix de remplacement se charge, il y avait une préférence système qu'on pouvait désactiver. Si on ne voulait pas que le retour se fasse, bon, on pouvait le faire au catalogage, mais je sais que des fois, c'était un peu mêlant pour vous de savoir à quelle place il fallait mettre le statut perdu du document. Donc ça a été un peu unifié, un peu beaucoup, dans la version 17.05. Maintenant, il y a une préférence système, vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous voulez que le retour du document se fasse quand vous déclarez un statut perdu. Peu importe où vous êtes, en catalogage, on va dire, et ici dans l'exemplaire exclu du prêt. Donc si je vais voir dans mes préférences système, il y en a plusieurs qui concernent le lost, en fait, les statuts perdus du document. Mais il y en a une nouvelle, donc ici, mark lost item as return, donc effectuer ou ne pas effectuer le retour des exemplaires lorsqu'ils sont déclarés perdus. Donc si un exemplaire est entré dans un compte, puis la personne l'a perdu, ça dépend, chaque bibliothèque a son règlement particulier sur ces documents-là, mais si vous voulez que les amendes s'arrêtent de s'accumuler parce que le document, de toute façon, il n'est plus en retard, maintenant il est perdu, la personne ne le retrouve plus, donc vous allez peut-être charger des frais de remplacement. Donc, est-ce que vous allez déclarer perdu le document? Maintenant, est-ce que quand vous déclarez
le document perdu, que ce soit dans l'onglet exemplaire ou dans la modification au catalogage. Est-ce que le retour du document doit se faire à ce moment-là? Donc là, maintenant, vous allez avoir le choix de choisir l'action que vous voulez faire lorsque vous déclarez un exemplaire perdu. La préférence système qui permet de charger le prix de remplacement lorsqu'on perd un exemplaire, celle-ci, elle est toujours là. Elle a été là depuis la version 3.22, je ne sais plus maintenant. Mais facturer ou pas facturer le coût de remplacement quand on perd un exemplaire. Donc ça aussi, ça va, si vous l'avez activé, cette préférence va maintenant va s'appliquer peu importe où on est dans la modification d'exemplaire. Soit vous êtes dans cet affichage ici où vous avez le statut perdu que vous pouvez changer, soit quand vous êtes en modification d'exemplaire. Donc les actions qui concernent les exemplaires perdus, c'est plus homogène. Si vous l'activez ici, ça va s'appliquer peu importe où vous êtes dans la notice finalement. Est-ce que ça va pour ça? Pour ceux qui ont déjà utilisé, c'est en tout cas la facturation automatique des exemplaires. Maintenant, vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous voulez que le retour se fasse automatiquement ou pas? Donc, si vous ne faites pas le retour automatiquement, ben, les amendes vont continuer à se charger jusqu'à peut-être une limite que vous avez fixée. C'est tout pour cette préférence, mais peut-être que ça va vous amener des questions par la suite. Mais c'est selon votre politique aussi dans l'établissement, qu'est-ce que vous faites sur quand un document est perdu. Voilà pour ça, pas de questions, je continue, parce qu'après le reste, c'est pas forcément en lien avec le module circulation, donc je continue. Dans la recherche exemplaire, je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup, mais c'est quand même, ça peut être pratique quand même pour faire comme un mini rapport SQL. Je sais que des fois vous aimez bien faire des recherches dans vos exemplaires. Donc des fois ça peut être un premier départ en fait pour faire une recherche sur, par exemple, tous les exemplaires qui ont un statut particulier dans le statut du $7. Donc, ce qui est nouveau dans la version 17.05, c'est qu'on va pouvoir exporter le résultat, donc un peu comme un rapport SQL finalement. Donc, si je veux voir tous mes exemplaires qui ont le statut exclu du prêt, donc là, je fais une recherche simple, je vais avoir un résultat. Donc, ça, par exemple, si on veut faire une modification en lot d'exemplaires avec la version d'avant, donc la version 16.11, on avait déjà la possibilité de faire ce genre de recherche-là. Puis, en tout cas, il y a possibilité de sélectionner si vous avez une extension comme Table to Clipboard ou avec Chrome, l'extension Table. Moi, je m'en sers beaucoup dans les rapports, de sélectionner une colonne et de copier-coller le contenu de la colonne ici, puis aller le coller dans mon outil de modification en lot d'exemplaires. Donc, je ne vais pas vous le montrer ici, ce n'est pas le but, mais avec la nouveauté, si vous n'avez pas cette extension-là et vous êtes moins à l'aise avec le copier-coller de colonnes ou de code barre, vous avez la possibilité d'exporter votre résultat en fichier CSV. Donc, comme on peut le faire avec un rapport SQL, donc on peut exporter les résultats en fichier CSV, et aussi, ce qui peut être utile en fait pour faire des mises à jour en lot d'exemplaires, c'est d'exporter seulement le fichier de code barre. Donc en cliquant sur exporter les résultats d'un fichier de code barre, ça fait un fichier texte avec seulement les codes barres. Donc est-ce qu'il va s'ouvrir? Je pensais que ce serait mieux que ça. Donc à part qu'il faut que je l'ouvre avec, je l'avais pas fait. Attendez. Parce que finalement, je vais l'ouvrir avec autre chose. Est-ce que ça va être mieux? Donc là, j'ai la liste des codes barres. Il y en a des vides, peut-être parce qu'il y a des notices qui n'avaient pas de code barre dans mon rapport, ce qui est possible. Là, on voit par exemple qu'il n'y a pas de code barre. Donc, on peut exporter soit que les codes barres ou alors exporter tout le tableau finalement en fichier CSV. Donc là, je vais l'ouvrir, mais peut-être qu'il va y avoir des problèmes d'encodage. Il faudrait retravailler le fichier. Mais c'est un peu ce que vous avez quand vous faites un rapport SQL. Des fois, il faut retravailler les fichiers.
Donc c'est une première, quand vous avez des recherches à faire, ça peut être un premier, un premier outil avant d'aller dans la requête SQL qui est peut-être plus complexe pour vous. Donc voilà pour la recherche d'exemplaires, ce qui est nouveau. Ensuite, quelque chose qui peut être intéressant au niveau des listes. Quand vous allez créer une liste à l'intranet, donc après que vous allez la mettre publique ou pas, c'est pas le peu importe, mais c'est maintenant un pavé. Ça peut vous dire rien, mais avant, il y avait juste une ligne. Ça veut dire qu'il fallait faire un code barre à la fois. Maintenant, si vous voulez faire une liste de nouveautés, par exemple, vous avez un chariot avec tous vos exemplaires, vous allez pouvoir scanner les exemplaires un à la suite de l'autre. On va faire le test. Normalement, j'ai des 1, 1, 1, 2, 2, 2. Je vais juste vérifier que j'ai des codes barres qui sont existants dans la base de données. Je vais aller en chercher un autre, mon Harry Potter. Et je trouve ça assez pratique de pouvoir... attendez, hop. Je ne vais pas en mettre 50. Donc, mais ça peut être aussi, comme on a vu tantôt avec la recherche d'exemplaires, vous faites une recherche sur tout ce qui est type de nouveautés. Si vous avez une valeur pour les nouveautés, vous copiez votre liste de code barre, vous la collez dans la liste ici, et ça va vous créer votre liste. Donc là, l'exemplaire n'existe pas, mais ça m'a créé ma liste avec, bon là j'ai que deux notices finalement, parce que les exemplaires, je pense que je les ai pris dans deux mêmes notices, mais donc l'exemplaire était déjà dans la liste, effectivement. Donc ça permet de créer plus rapidement une liste, alors qu'avant, on pouvait faire une recherche catalogue, puis faire une sélection dans la liste de résultats et la rajouter à une liste, mais avec le code barre, je pense que vous allez trouver peut-être ça plus facile pour créer vos listes. Voilà pour la nouveauté des listes. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui ne concerne pas les catalogages, acquisitions et périodiques. Donc, si vous avez des questions particulières sur la circulation ou pour les outils, mais sinon, je vais passer au catalogage. Il est déjà 11 heures, mais je pense que j'arriverai au bout de mes nouveautés. Donc pour le catalogage, ce qui est nouveau, ça concerne aussi les autorités, finalement, les deux choses que je voulais vous parler. Donc il y a une première chose, mais je vais aller dans une notice. Au niveau de la duplication du contenu des zones et des sous-zones. Donc c'est une correction qui a été faite, là, c'est pas une nouveauté, mais avant, quand vous dupliquez une zone, donc que ce soit dans une notice ou un catalogage ou une notice d'autorité, je vous montrerai aussi un exemple dans les notices d'autorité, pour les zones qui étaient duplicables, donc ça vient quand on peut la dupliquer, quand on peut répéter cette zone-là, on a l'icône ici qui permet de répéter. Il y a des zones qu'on ne peut pas répéter, par exemple la mention de titre, c'est évidemment pas une zone répétable, donc on n'a pas l'icône. Mais ce qui se passait pour les zones répétables, c'est que le contenu, par exemple le $300 en cliquant ici, allait se répéter. Donc il fallait comme effacer si on voulait, bon je ne pense pas qu'on mette deux descriptions matérielles, mais pour les sujets par exemple, quand je cliquais sur dupliquer, ça mettait le contenu. Donc maintenant, ça a été corrigé. Donc quand vous dupliquez, vous n'avez pas à effacer le contenu qui s'était aussi dupliqué, ça duplique seulement que la zone. Et c'est pareil pour les autorités. Bon, peut-être vous avez moins à modifier des notices d'autorité, mais ce matin, j'ai vu justement, il y avait un ticket qui concernait les autorités. Bon, là, je suis à l'instance de test, je vais avoir des problèmes avec mes autorités. On va en prendre une avec une zone qui va être duplicable, comme la 400. Donc c'est le même principe. Si je dois rajouter une autre 400, ben, j'aurai pas à effacer le contenu pour pouvoir remplir mon nouveau renvoi. Donc ça, c'est une nouveauté qui sera pratique, qui va vous gagner un peu de temps au niveau de rentrer vos données. Ensuite, ce qui a vraiment changé, et je vais essayer de vous l'expliquer au mieux,
J'en ai parlé dans les courriels que je vous envoie pour, lors de la migration pour vous mettre en garde, en tout cas pour le savoir. C'est au niveau de la création d'autorité quand vous êtes dans une notice après un arrimage automatique infructueux. Donc c'est sûr que ça prend, il y a plein de paramètres avant d'arriver à ce que je vais vous montrer, mais quand vous êtes en mode cadenassé, ou on va dire décadenassé partiel pour les autorités, là je vais me mettre en mode, on va dire cadenassé partiel, pour que ce soit plus simple. Ça, je pense la majorité des cas, vous allez... ah ben je l'ai été déjà. Mince, j'ai fermé ma notice. Non, elle est là. Donc je suis en décadenassé, c'est-à-dire que je peux écrire dans ma zone d'autorité. Ah, formidable, Louise, pour, je pense, la duplication des zones. Je ne sais pas si c'était ça, je pense que oui. Effectivement, ça va gagner du temps pour ceux qui veulent répéter des zones sans devoir effacer le contenu des sous-zones. Pour les autorités, donc là par exemple j'ai une autorité qui est remplie et je fais un arrimage automatique. Donc là bien sûr, à mon avis, je vais avoir un arrimage infructueux. Ok Louise, oui c'est ça. Un arrimage infructueux sur cette autorité-là. Donc vous avez le choix. Après, ça dépend aussi de comment vous travaillez, comment vous faites quand vous avez un arrimage qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous allez créer l'autorité dans votre module? Vous allez essayer de l'importer? Est-ce que vous la créez localement? En tout cas, il y a plusieurs façons de travailler. Le principe de l'arrimage automatique, c'est de vous permettre de créer l'autorité automatiquement, de permettre de créer l'autorité à partir de la notice bibliographique sans devoir basculer dans le module autorité. Donc quand vous avez la croix ici qui apparaît, bon, vous pouvez faire une recherche plus poussée peut-être en pensant que oui, c'est bizarre que ça ne me le trouve pas, mais si vous décidez de créer l'autorité à partir du contenu de votre notice, vous cliquez sur l'icône ici. Donc cette icône-là, elle est toujours là. Sauf que ce qui se passait avant la version 17.05, c'est que dès que vous cliquez sur l'icône ici, l'autorité a été créée sans que vous... c'est juste le clic sur l'icône, créer l'autorité. Donc quand vous cliquez, il y a une fenêtre qui s'ouvrait avec, et c'était, la différence est importante, c'était une fenêtre de modification d'autorité, parce que le fait d'avoir cliqué sur l'icône, ça modifiait l'autorité, c'était, vous rentrez dans une modification, il y avait déjà un numéro d'attribué dans la base de données, et le fait de l'ouvrir, en fait, vous pouviez la vérifier avant de fermer et d'arrimer à votre notice. Mais c'était vraiment une modification, l'autorité était déjà existante. Le changement avec la version 17.05, et ce changement-là, c'est pas, bien sûr, c'est InLibro qui l'a fait, mais je vais vous expliquer pourquoi il a fait ce changement-là. C'est parce qu'on essaye, tant bien que mal, depuis des années, à faire accepter notre arrimage automatique à la communauté internationale, et que c'est compliqué, et qu'ils nous posent toujours des questions. Les programmeurs de InLibro répondent, puis les autres programmeurs de la communauté internationale qui sont un peu partout dans le monde testent nos développements, puis nous reposent des questions, nous demandent de changer des choses, de mettre à jour, en tout cas, beaucoup d'aller-retour. C'est pour ça que ça fait, depuis le début, hein, je pense que depuis 2011, on a l'arrimage automatique, puis on essaye tant que bien que mal de le faire approuver, parce que c'est un gros développement et qu'à chaque migration, on est obligé de demander à InLibro de mettre à jour ce code pour qu'il soit valide, viable sur la nouvelle version, et donc eux, ça leur prend beaucoup de temps pour être sûr que ça fonctionne bien. Puis vous savez, on a déjà eu pas mal de problèmes avec ça. Lors des migrations, il y a toujours quelque chose qui cloche avec l'arrimage automatique parce que il n'est pas intégré complètement dans la version, pas du tout même, dans la version internationale. Donc on traîne, c'est un bel outil, mais pour l'instant, il est lourd à supporter. Attends, je vois un message, mais hop, je vais peut-être réduire ma fenêtre. Je vais en parler pour les zones 003 et ainsi de suite. Donc, pour finir avec l'histoire de la communauté internationale, ils nous ont demandé, pour que ce soit accepté et que ce soit viable, une modification qui du coup modifie pas mal le comportement, mais on est obligé de passer par là si on veut qu'un jour il soit accepté, parce que la communauté internationale ne comprenait pas pourquoi
l'autorité était créée automatiquement dès qu'on cliquait. C'était pas un comportement normal. Il faut qu'un le comportement normal, c'est une fenêtre s'ouvre, on décide de sauvegarder ou pas. Oui, elles vont se mettre. Donc c'est pour ça que ça va vous. Avant, vous pouviez juste fermer la fenêtre, puis l'autorité était déjà créée, ou cliquer sur sauvegarder et tout se passait bien. Maintenant, ça va peut-être vous demander des clics supplémentaires ou de la mise en forme en fait. Parce que ce qui va se passer, par exemple, si je veux mon autorité ici, en fait, le contenu va se retrouver ici, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, comme tu dis, Suzy, là, c'est pas rempli mes zones obligatoires. Donc, quand je vais cliquer sur sauvegarder, donc il va me mettre un message comme quoi ces zones-là sont des zones obligatoires, il faut que je les remplisse. Donc, elles se remplissent automatiquement selon ce que j'ai paramétré dans ma grille de catalogage. Et donc là, si je refais sauvegarder, là, j'ai plus rien à valider. Donc, c'est sûr que là, il y a un clic supplémentaire à faire par rapport à ce que vous aviez avant. Maintenant, si je reviens, je vais le refaire pour vous montrer autre chose. Ma fenêtre s'ouvre vraiment en grand. Ces zones-là, elles sont obligatoires parce que vous avez décidé qu'elles sont obligatoires dans votre grille d'autorité. Donc, si vous ne vouliez pas avoir, ce clic supplémentaire à faire, avoir ce message d'avertissement, vous pourriez ne pas rendre ces zones obligatoires. Donc, ça, c'est dans la configuration des grilles d'autorité. Et en cliquant sur sauvegarder, elles vont se remplir quand même. On ne peut pas modifier à partir de là. Attends, Louise, je vais finir mon idée, puis je vais revenir sur ta question. Donc, si vous voulez, parce que là, en cliquant, ça me met de nouveau un message, OK, là, ça remplit automatiquement, effectivement. Mais si vous vouliez éviter ce clic, on pourrait ne pas rendre la sous-zone obligatoire, mais elles vont se remplir quand même lors de la sauvegarde, parce que ce sont des données qui se remplissent quand même. Donc c'est à voir selon votre utilisation et puis si vous trouvez que ça change vraiment la dynamique dans votre comportement. Il y a une correction par contre qui est en cours, mais attends, je veux revenir sur ta question. On ne peut pas modifier à partir de là. Modifier l'autorité. Là, on est vraiment en création en fait, puisque c'est cette fenêtre, cette possibilité de création apparaît quand l'arrimage infructueux l'arrimage n'a pas été fructueux, pardon. Donc c'est là où on est en création. Si tu veux modifier une autorité, il y a la possibilité pour modifier l'autorité qui existe déjà dans ton catalogue à partir de la notice, ça reste ici l'option modifier l'autorité. Je ne sais pas. Oui, tu peux rajouter des choses dans la. Attends, je vais revenir ici. Dans le fond, tu es en création, donc du coup, tu mets ce que tu veux. Si tu dois mettre d'autres informations dans ta... là, ce qui s'est importé dans la fenêtre, c'est les informations qui étaient dans ta notice bibliographique. Mais si tu veux rajouter un renvoi, tu vas pouvoir le remplir ici. Est-ce que c'est ça, Louise, que tu voulais savoir? Ok. Comme je disais, il reste un problème sur on s'est aperçu, Anne me l'a signifié cette semaine. Je vais juste pour vous montrer ici, bon, je vais peut-être mettre du texte compréhensible, ce sera plus agréable pour les yeux. Donc là, on remplit la relation $E. Si je clique ici pour créer mon autorité, si je ne fais pas attention, pour l'instant, mais ça va être corrigé dans pas longtemps. Le $E s'est reporté alors qu'il ne devrait pas se reporter puisque ce n'est pas une information d'autorité. Donc, si vous avez à créer des autorités, pour ceux qui sont passés en 17.05, vérifiez votre information dans le $100, dans la zone 100, pardon, parce que si vous aviez mis une indication de relation, pour l'instant, elle se reporte, mais Indebro est déjà là-dessus pour... je vais revenir sur ta question, Suzy.
Libro est déjà là-dessus pour corriger, pour pas que le dollar E, en fait, on a fait une correction sur l'ordre des sous-zones parce qu'il y avait un problème là-dessus avant que vous passiez la majorité à cette version-là. On l'avait corrigé avec l'instance du Vieux-Montréal, mais quand on a corrigé ça, apparemment, ça a créé un autre problème sur le report du dollar E. Mais je vous dis, ça va être réglé bientôt. Attends, je vais reprendre ton message, Suzy, puis Anne aussi. Suzy, que veut dire basculer à l'éditeur avancé? L'éditeur avancé, c'est pas nouveau de la version 17.05, mais plus de la version 16.11 ou même 3.22. C'est pour ceux qui veulent cataloguer dans un affichage plus qui ressemble plus à, je sais pas, à quoi. En tout cas, vous allez voir. Mais c'est une préférence système qui peut être activée ou pas. Là, elle est activée sur l'instance parce que je devais faire un test, car elle fonctionne bien, mais à moitié, on va dire, parce que l'outil l'outil d'éditeur avancé qui est comme en version bêta encore sur Koa, mais qui fonctionne quand même. Je vais revenir, Louise et Anne, 2 secondes. Ça permet de basculer dans un éditeur. Si, et le problème, c'est... Ah non, sur l'instance Archie, ça fonctionne parce que je ne suis pas en HTTPS, mais pour vos instances à vous, elles sont en HTTPS, donc en sécurisé. Et l'outil, lui, ne fonctionne qu'en HTTP. Donc, il y a des moyens de contournement, mais donc ça, c'est ça l'éditeur avancé, Suzy, si tu l'avais jamais testé. Mais peut-être que tu vois pas le bouton sur ton instance parce que la préférence système n'est pas activée. Donc c'est pour ça que peut-être que tu l'avais jamais remarqué. Mais je vais revenir à l'éditeur simple. Anne, il y a aussi la disparition des indicateurs dans la notice bibliographique. À la sauvegarde d'une autorité, il faut les remettre manuellement. Je sais que tu as créé un ticket, Anne, mais j'ai commencé à regarder, puis c'est tellement compliqué pour moi de savoir les liens entre tous les indicateurs et mais effectivement, je prenais le conseil de Anne, vérifiez vos indicateurs. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus parce que je ne sais pas c'est quoi les implications réelles, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça. C'est tout ce que je peux vous dire, vérifiez vos indicateurs. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça pourra être corrigé, je ne sais pas si c'est la version... mais je sais, Anne et Claudine, vous avez échangé sur un ticket, j'ai pas eu le temps encore de... J'ai commencé à regarder, puis c'est ça, j'ai pas tout compris, donc il faut que je relise plus en détail le courriel. Julie, il me semble que si on inscrit indicateur dans la création d'autorité, elle reste dans la notice après. Je sais, peut-être. Je sais que je suis vraiment pas à l'aise avec les indicateurs, toutes les implications, parce qu'un indicateur dans une zone va faire afficher un autre indicateur dans une autre zone. Je sais pour le, je sais plus par rapport si c'est la librairie du Congrès ou l'indexation qu'on choisit, le $4 ou non pas le $4, mais l'indicateur 4. Donc je sais pas, Julie. Attends, je vais fermer. Pour les notices générées automatiquement, nous ne voulions pas ajouter les indicateurs dans la notice d'autorité. Parce qu'effectivement, avant, vu que le comportement était déjà, quand vous arrivez, la notice était déjà créée, il n'y avait pas besoin de rajouter les indicateurs parce qu'ils se mettaient automatiquement. C'est ce que je comprends. Mais si maintenant... je lis vos messages. On va faire pour le mieux. Pour l'instant, vérifiez vos indicateurs, puisque c'est important. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Mais c'est vrai qu'avant, vous aviez juste à cliquer sur sauvegarder, puis il n'y avait aucune modification. Maintenant, il faut prendre peut-être un peu plus de temps pour l'instant sur cette fenêtre-là, parce que il n'y a rien de rempli automatiquement. À part le contenu qui se met dans
dans la zone 100. Mais je comprends que vous allez perdre un peu de temps pour l'instant, mais je peux pas modifier, on peut pas revenir au comportement d'avant, c'est impossible si on veut qu'un jour l'arrimage automatique soit accepté, parce que faudrait pas qu'un jour on doive abandonner l'arrimage automatique. Je pense que vous serez déçus qu'on doive complètement l'abandonner, donc il faut faire avec la communauté internationale pour le faire accepter. C'était principalement la nouveauté pour ça, pour le catalogage. Mais il y aura des suivis pour la correction, pour essayer d'améliorer au maximum cette fenêtre. Mais pour l'instant, il faut être un peu plus vigilant sur quand vous créez une autorité qui n'existait pas dans votre catalogue. C'est bon pour ça? Oui, je comprends, Louise, ça fait partie intégrante de l'arrimage, mais c'est ça qui est ça. Je ne peux pas faire plus pour aujourd'hui et il est déjà 11h20, donc je vais passer au niveau des nouveautés. Prenez juste le parti, pour l'instant, je suis désolée de vous demander plus de temps là-dessus, mais quand vous créez une autorité sur un arrimage qui n'a pas fonctionné, prenez un peu plus de temps pour que votre autorité soit correcte et on va essayer de faire le maximum pour que vous ayez moins de clics à faire. Pour les autres nouveautés, au catalogage, il n'y avait pas plus que ça, donc je vais passer au module acquisition. Au niveau du module acquisition, la recherche des fournisseurs. Quand on fait une recherche vide, donc là je fais exprès de ne pas chercher, on a la possibilité de faire afficher uniquement les fournisseurs actifs. Donc là ça ne change pas trop mon affichage parce que finalement, si vous vouliez épurer un peu votre liste, en tout cas, ça dépend aussi, peut-être que vous ne faites pas jamais une recherche vide sur un fournisseur parce que vous les connaissez bien, vos fournisseurs, vous en avez 2-3 que, que vous utilisez le plus souvent. Je vais fermer mes onglets parce qu'il y en a quand même un peu beaucoup. Dans la fiche du fournisseur, vous pouvez le rendre actif ou inactif. Donc, quand un fournisseur va être inactif, on ne pourra pas faire de commande sur ce fournisseur-là. Et donc, l'option actif-inactif était déjà existante dans le catalogue. Donc, on pouvait pas, quand un fournisseur était inactif, on ne pouvait pas faire de commande, créer un panier sur un fournisseur inactif. Mais le fait de le rendre inactif, mais ça peut aider pour la recherche, dans le fond, quand on fait une recherche vide sur les fournisseurs. Ça va réduire la liste si vous voulez voir seulement les fournisseurs pour lesquels vous pouvez voir tout, pour lesquels vous pouvez créer un panier. Donc ça, c'est une histoire d'affichage dans la recherche fournisseur. Pour toujours dans l'affichage d'une fiche de fournisseur, là j'avais pris un fournisseur particulier, c'est EBSCO pour... bon, je vais le rechercher mon EBSCO. J'avais pris un lien, mais peut-être que j'ai pas pris le bon lien. En fait, je cherche un abonnement sur lequel il y a des abonnements en fait de périodiques qui sont rattachés. Donc quand vous faites vos achats, peut-être d'abonnement, non, enfin, pas forcément vos achats, mais quand vous créez un abonnement de périodique dans le module périodique, vous pouvez indiquer un fournisseur. Ce n'est pas obligatoire comme information quand vous créez une fiche d'abonnement, mais vous pouvez créer le rattacher à un fournisseur pour les réclamations ou pour ce que vous faites vos commandes d'abonnement à partir du module acquisition. Ici, on va avoir une information en plus. On sait qu'il y a 72 abonnements qui sont rattachés en fait à ce fournisseur-là. Donc, c'est juste une information en plus qu'il n'y avait pas avant. Ensuite, au niveau des acquisitions, si vous avez un poste budgétaire, peut-être que ça vous est déjà arrivé, la demande était là depuis un moment, mais d'avoir un poste budgétaire à $0, peut-être vous avez créé un poste pour
pour des dons, ou alors aussi un poste pour suivre des commandes pour un département qui n'est pas le vôtre. En tout cas, c'est possible que vous ayez des postes budgétaires à zéro. Avant, on ne pouvait pas faire de commandes pour des postes budgétaires à zéro. Donc, il fallait mettre minimum 1 sou, par exemple. Dès qu'il y avait 1 sou dans le poste budgétaire, on pouvait faire des commandes. Maintenant, même si le poste est à zéro, donc le poste don est à zéro, par exemple, et que je vais rajouter au panier une commande, ici, mon poste don va apparaître. Donc même s'il est à zéro, il va apparaître dans la liste. Avant, ce n'était pas le cas. Ça va pour ça. Je vais passer sur une autre nouveauté. Quand on est sur la page d'accueil, d'acquisition, donc dans le tableau des commandes, quand vous allez voir votre liste de commandes, avant vous aviez le titre, et maintenant le titre est cliquable. Donc ça permet, avant il y avait juste écrit le titre, donc si vous vouliez aller voir au catalogue la notice, il fallait faire une recherche. Maintenant, ça va vous renvoyer directement à la notice du catalogue si vous voulez voir plus de détails sur cette notice. Puis on va retrouver les détails d'acquisition. Après, on peut rebasculer dans le module acquisition, mais en partant du tableau commandé ou facturé, les notices vont être maintenant cliquables. Donc, ça va permettre d'aller plus rapidement pour consulter une notice. Et puis, pour le module acquisition, la dernière petite nouveauté, maintenant j'ai un doute sur la colonne ici, si ce n'est pas aussi une nouveauté d'affichage quand vous êtes dans les budgets, de pouvoir, je pense que c'est, effectivement, c'était moins facile avant de naviguer, mais j'ai un doute maintenant. Mais quand on est dans les budgets, on va pouvoir revenir au module d'acquisition plus facilement. Comme là, les budgets sont dans le module administration, on est dans un autre module de COA, mais finalement, on va pouvoir rebasculer dans le module acquisition. J'ai un doute maintenant si c'est nouveau de maintenant ou de la version d'avant, mais je ne sais pas, ça me saute aux yeux aujourd'hui. Non, la nouveauté que je voulais vous montrer, mais c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui avait été corrigé. Au niveau des suggestions d'achat, on avait demandé déjà pour la version 16.11 que le numéro de carte de l'utilisateur soit inscrit en fait dans la colonne ici suggérée par. Avant, on avait juste le nom et le prénom. Donc, quand il y avait des homonymes, on pouvait se tromper sur la personne. Donc, le numéro de carte avait été ajouté. Ah, Patrick me dit que c'est nouveau. Donc, oui, la colonne ici est bien nouvelle. C'est ça, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'affichage. Mais pour les suggestions, donc, on avait le numéro de carte ici. Mais quand on allait dans la suggestion, je pense que c'était... non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Oui, c'était là. Je pensais que ça allait m'ouvrir là. On n'avait pas le numéro de carte dans la colonne ici. Donc, on avait l'information dans cette page-là, mais pas quand on était dans la suggestion. Donc, maintenant, on va pouvoir avoir l'information. Je pense que je ne sais plus qui m'avait dit qu'elle imprimait les suggestions, l'écran ici. Donc, ça permettait le numéro de carte, si on pouvait le voir en plus dans la page de suggestion, c'était plus pratique pour faire du suivi. Donc, c'était juste ça pour le module acquisition. Il n'y a pas, d'autres nouveautés pour ce module-là. Je vais continuer avec le module périodique. Deux petites nouveautés, rien de très important, mais en tout cas, deux nouveautés quand même. Le tableau, on va retrouver notre fameux data table. Pour ce tableau-là, pour la gestion des modèles de numérotation, vous pouvez en avoir beaucoup aussi. Et quand on était passé à la version 16.11, 3.22, on a eu nos fameux backup patterns qui sont arrivés. Donc vous pouvez là, il n'y en a que 13 dans cette instance, mais peut-être que vous en avez plus. Donc maintenant, c'est un affichage avec ce fameux tableau magique où vous pouvez chercher par texte, et puis la recherche va commencer à se faire, ou sinon, donc c'est les 20 premiers, puis sinon tous les modules, et vous allez pouvoir aussi trier peut-être pour vous y retrouver dans vos modèles de numérotation. Donc ça, c'est nouveau. Et puis après, quelque chose qui avait été signalé depuis un moment, je pense, dans COA, c'est au niveau des exemplaires qui sont créés lorsque vous bulletinez. Donc,
vous ne créez pas forcément d'exemplaires à chaque fois que vous bulletinez un fascicule. Ça dépend si vous les prêtez, ça dépend de beaucoup de choses, ou si c'est quelque chose qui ne sort jamais. Donc un abonnement, on a la mention ici, bulletin créé ou pas des exemplaires. Quand vous créez des exemplaires, donc si je vais réceptionner un fascicule, en passant au statut de attendu à arriver, donc j'ai le pavé d'exemplaires qui apparaît ici. Avant la version 17.05, quand vous inscrivez un code barre ici, donc l'exemplaire allait être créé. On va voir que l'exemplaire va se créer avec les informations que j'indique dans la grille d'exemplaires. Donc c'est le numéro 882, ça c'est pour m'en souvenir tantôt. Donc l'exemplaire, je l'ai bien créé. Je peux aller voir l'abonnement ici pour aller voir ma notice en fait. C'est ça que je voulais aller voir. Donc mon numéro, oui, pardon, 882, c'est bien créé avec le code barre que je viens de lui indiquer. Cependant, si vous vouliez retourner dans ce fascicule-là que vous venez de... Donc, il y a un statut arrivé, on peut les sélectionner ici, puis aller cliquer sur bulletiner. Si on veut changer quelque chose, ou si on changeait un statut, le code barre pouvait s'effacer de l'exemplaire. Je ne sais pas pourquoi, mais il pouvait s'effacer de l'exemplaire. Peut-être que ça vous était jamais arrivé, mais en changeant un statut, par exemple, manquant, ou même si on voulait modifier quelque chose de l'exemplaire ici, les informations n'étaient pas forcément gardées au niveau du code barre. Maintenant, il va être sauvegardé. Donc, même si vous revenez dans l'exemplaire, donc là, c'est sûr, pour revoir le pavé d'exemplaire, il faut le mettre dans un statut qui n'est plus arrivé et le remettre en arrivé pour revoir l'exemplaire. Mais les informations que vous aviez rentrées auparavant lors de la création, vous allez pouvoir les retrouver. Il pouvait arriver, peut-être que vous n'avez pas eu tous le problème, que le code barre ne soit pas gardé. Ou quand on mettait un statut manquant, par exemple, le code barre s'effaçait, même si on ne le voyait pas, le code barre s'effaçait de l'exemplaire. Donc là, normalement, si je rafraîchis ma page ici, ça devrait rien changer au niveau de l'exemplaire. J'espère bien. Donc là, c'est l'exemplaire physique. Le statut est exclu du prêt parce que je l'ai mis comme ça lors de la création. Mais là, je l'ai changé pour manquant. Donc, le fascicule est manquant. L'exemplaire devrait être aussi manquant, mais c'est pas en lien. Mais il y avait des informations qui étaient comme effacées selon ce qu'on faisait sur les fascicules une fois que l'exemplaire avait été créé. Donc normalement, vous ne devriez plus perdre d'informations. C'était pas tout le temps que ça arrivait, mais là, il y avait quand même une correction, parce qu'il y avait quelque chose qui manquait au niveau de la base de données, de pouvoir récupérer le code barre quand on voulait rebulletiner ou remodifier le fascicule. Ça va pour ça? Pas de questions? C'est ça, pour les périodiques, il n'y avait pas plus. Maintenant, je vais vous parler des rapports SQL. Il y a quelques nouveautés en fait dans la section des rapports, dont une qui va, certains ont déjà vu, c'est plate parce qu'il faut modifier beaucoup les rapports pour réussir à réexécuter des rapports sauvegardés que vous aviez avant de passer à la version 17.05. Maintenant, il y a plusieurs choses qui concernent les rapports SQL. Donc, il y a une nouvelle préférence système au niveau de l'affichage. Montrer par défaut 20 rapports sur la page des rapports sauvegardés. Donc là, c'est une façon de configurer en fait le tableau des rapports sauvegardés sur votre instance. Ben, c'est un tableau, notre fameux tableau magique Data Table. Donc il affiche les 20 résultats par page. Mais si on veut augmenter ce nombre-là à 40 par exemple, quand vous allez arriver sur la page d'accueil des rapports sauvegardés, par défaut, il va vous afficher les 40, même si ce n'est pas un nombre qui est compris dans ce qui est proposé dans le menu déroulant. Donc ça, c'est pour vous, en fait, plus, c'est sûr, si vous avez beaucoup de rapports, vous allez pouvoir choisir combien vous voulez en voir dès le premier coup d'œil. C'est juste une question d'affichage, finalement. Mais il y a une nouvelle préférence système pour ça. Je pense que par défaut, ça doit être mis à 20, comme ça l'est par défaut quand on arrive dans ce genre de tableau.
il y a une nouvelle colonne qui a été ajoutée, dernière modification, donc on a toujours la date de création et quand le rapport a été modifié pour la dernière fois. Ça peut être une indication, surtout des rapports statistiques, vous pouvez des fois savoir quand il a été modifié pour la dernière fois. Ah pardon, excuse-moi Anne-Gaëlle, j'avais pas vu ta question. Oui, c'est num saved reports. Si tu cherches report dans les préférences système, tu devrais la trouver. Donc une colonne qui a été rajoutée pour la date de dernière modification et aussi exécution, donc la dernière fois qu'on a exécuté le rapport. Une fois qu'on va exécuter un rapport, donc celui-ci devrait marcher. Il ne marche pas, mais c'est pas on va essayer d'en trouver un qui fonctionne, mais c'était pour vous montrer juste une histoire d'affichage aussi qui a été un peu changée. Donc là, j'ai exécuté un rapport sauvegardé et le code SQL ne s'affiche plus par défaut. Donc peut-être des fois, ce qui est plus intéressant pour vous, c'est le résultat. Moi, c'est plutôt la requête SQL qui va m'intéresser quand vous allez avoir un problème avec ces requêtes-là, mais par défaut, elle ne va pas être affichée. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller en modification. Mais sinon, il y a un bouton pour afficher ou masquer. Des fois, il y a des grandes requêtes qui prennent presque le milieu de la page, donc c'est intéressant de pouvoir la cacher pour alléger l'affichage de la page. Donc, par défaut, c'est caché. Si vous voulez voir le code que fait le code SQL, on va utiliser le bouton. Puis donc la colonne, je vous l'ai montré, de mise à jour, de modification. Maintenant, le gros changement qu'il y a eu dans la base de données au niveau et qui implique d'avoir qui du coup nous donne des problèmes avec les rapports SQL, c'est il y a un champ de la base de données, deux champs en fait, qui n'existent plus du tout. Dans la version 17.05, il y a deux champs de la base de données qui n'existent plus, mais qui ont été transférés dans une nouvelle table. C'est pour ça qu'il y a une colonne ici mise à jour pour vous aider à mettre à jour ces rapports SQL. Parce que si je regarde ici le code, avant de cliquer sur... Donc c'est sûr que peut-être ça ne vous parle pas trop parce que vous n'avez jamais trop regardé les rapports SQL, puis c'est souvent moi ou Patrick aussi maintenant qui faisons les rapports. Mais il y a le champ marque XML qui permettait d'aller chercher des données dans une zone. Donc, par exemple, cette ligne ici permet d'aller extraire la zone 100 la zone 100 $A d'une notice bibliographique. Donc, ça permet d'aller chercher de l'information pour vos rapports SQL, souvent sur des notices. Donc, tout qu'on veut voir le titre ou une zone en particulier, comme le sujet, etc. Donc, c'était la zone marque XML, le champ marque XML de la base de données qui était utilisé. Ce champ-là n'existe plus maintenant dans la base de données, il a été remplacé par le champ metadata. Jusque-là, ça serait correct si c'était juste ça. Sauf que le champ metadata n'est plus dans la même table qu'avant. Forcément, ils ont changé de nom, mais ils ont aussi changé d'endroit. Donc c'est pour ça que vos rapports qui contenaient ce champ-là, possible qu'ils ne fonctionnent plus et que vous ayez un message d'erreur. Quand un rapport ne fonctionne plus et qu'on l'exécute, vous allez avoir un beau message jaune normalement qui vous dit des choses, mais des choses en anglais, des choses en français. Donc des fois c'est bon. Alors j'ai pas pris le rapport le moins. Je vais prendre un autre qui prend moins de temps à exécuter. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était l'exécuter pour vous montrer le genre de message. Donc, en exécutant un rapport, c'est possible que vous ayez ce genre de message-là en vous disant que la colonne ici n'existe plus dans votre requête. Dans le fond, elle n'existe plus dans la base de données, donc il va falloir modifier. Il y a une aide qui a été mise en place pour mettre à jour vos rapports SQL, sauf que elle n'est pas complète. Par exemple, si je clique ici pour mettre à jour SQL, donc cette aide-là va changer le champ marque XML par metadata. Donc c'est correct parce que c'est ce qu'on veut. Sauf que, mais celui-là, à la limite, il va être correct parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la requête. Donc si je fais sur mise à jour, normalement, ce rapport-là est érudit. Le bouton disparaît ici et si je l'exécute, il devrait me donner des résultats. Donc c'est possible que ça fonctionne quand vous allez, si vous voyez ce bouton ici, testez-le, mais
Dans la majorité des cas, parce qu'on en a corrigé pas mal avec Patrick depuis la version, le passage à la version 17.05, même si vous cliquez ici pour mettre à jour, donc le système va vous, vous voyez celui-là il est un peu, on ne peut pas agrandir. Il y a plusieurs champs marque XML à corriger, on le voit ici. Si je clique une fois sur mettre à jour, donc c'est les autorités en double, le bouton va apparaître encore, parce qu'en fait il fait champ par champ. Donc il a dû modifier, attendez, parce que je ne sais même pas, on sait que ça a été modifié. Donc c'est vraiment pas pratique, parce qu'il faut comme le faire 10 fois, et encore, tant que le bouton apparaît, en fait, on peut aller cliquer. Donc c'est sûr que pour aller plus vite, il faut aller modifier la requête. Alors modifier la requête, des fois ça vous fait un peu peur, puis je peux comprendre quand on ne comprend pas trop le langage SQL. Donc vous pouvez nous contacter, Patrick et moi, on se fera un plaisir d'aller modifier vos requêtes. Si vous voulez le faire vous-même, Patrick a fait quand même une documentation assez complète là-dessus, sur qu'est-ce qu'il faut modifier et à quel endroit. Mais des fois, ça reste un peu complexe pour vous, parce que vous ne voyez pas comment sont imbriquées les tables. Nous, on a plus d'habitude pour ça, pour comprendre le schéma de la base de données. Mais vous pouvez aller modifier vous-même le champ. Et c'est sûr que ça, marque XML, il faudrait le changer par metadata pour chaque... pour chaque champ, mais je pense que si je vais être, comme c'est dans les autorités, je ne sais même pas si je voudrais le modifier. J'ai un doute maintenant. Donc, vous pouvez tester, je ne vais pas le faire parce que j'aurais peur de vous montrer, de ne pas prendre assez de temps pour bien le faire. Quand vous voyez ce bouton-là, en tout cas, vous pouvez exécuter un rapport. Si vous avez un message jaune, ça veut dire que sûrement c'est à cause du changement dans la base de données. Vous pouvez cliquer ici, mettre à jour le rapport SQL. Et puis, si le bouton disparaît, ça veut dire que normalement, votre requête, elle est corrigée, elle est prête à être utilisée. Mais je pense que tantôt, là, j'avais pas de message, mais j'ai quand même un message d'erreur. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a trop de choses qui ont été modifiées qui n'auraient pas dû. Bon, il faudrait que je prenne plus de temps pour voir chaque ligne. Donc, si vous avez besoin d'un rapport et qu'il vous renvoie le message d'erreur jaune et que vous n'arrivez vraiment pas à voir où est l'erreur, ben, contactez-nous. On va vous aider à les corriger. C'est sûr que ça va prendre du temps peut-être avant que tout soit corrigé, mais on est obligé de les faire manuellement peut-être au final, parce que l'aide qui a été mise en production ici pour corriger ces rapports-là, elle n'est pas vraiment complète finalement. Voilà pour ça. Pour les rapports, je pense que j'avais fait le tour sur les nouveautés des rapports. Donc c'est vraiment... Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur les rapports SQL en général. Donc, finalement, il est midi moins 20. Il me resterait une chose à vous montrer, qui était plus dans la section des outils. Puis après, je prendrai vos questions. Il y a un nouvel outil, peut-être que vous en aurez pas besoin, mais qui permet de faire des clubs d'utilisateurs, un peu comme des clubs, on pourrait passer à des clubs de lecture, mais finalement, vous pourriez regrouper des utilisateurs pour autre chose qu'un club de lecture, club de tricot. Je sais qu'il y a des cégeps, des bibliothèques qui font des rencontres tricot à la bibliothèque, donc là aussi, il y a une documentation complète. Je ne vais pas le faire en détail pour ce matin, mais c'est la possibilité en fait de créer des clubs. Donc on peut faire un modèle de club qui pourrait se répéter, et après donc faire des clubs, et la possibilité en fait de s'inscrire à l'OPAC, donner la possibilité à la personne de s'inscrire à ce club-là, à l'OPAC, et donc après de gérer ce club pour les rencontres, si c'est un club de lecture ou si c'est un club pour autre chose. En tout cas, la possibilité en fait de réunir à une même place des utilisateurs qui sont déjà dans votre système pour faire des rencontres. Je ne sais pas si vous allez avoir le besoin, mais c'est un nouvel outil qui a été mis en place pour cette version-là. Et je pense que Patrick a fait une documentation particulière pour ça, pour vous expliquer comment le créer et puis comment le rendre public finalement, si vous voulez donner la possibilité aux utilisateurs de s'inscrire à l'OPAC. Ah,
bonne idée. Bon, ok, Lise, mais peut-être que vous allez, peut-être que vous gérez déjà des clubs de lecture ou d'utilisateurs, mais ailleurs que dans Koa. Maintenant, vous allez pouvoir les gérer euh, via cet outil. Ben voilà, je pense que j'avais fait le tour des nouveautés que je voulais vous montrer ce matin pour la version 17.05. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Pour ceux qui ont déjà la version 17.05, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me parler? En général, vous m'écrivez là quand il y a un problème, mais si vous avez une question, je peux y répondre encore. Ok, mais écoutez, je vais arrêter mon partage d'écran, mais je vous laisse encore quelques secondes si vous avez besoin de poser des questions, mais je vois que les gens commencent à quitter. Donc écoutez, bonne journée, bon après-midi, puis on se reparle bientôt. Merci, au revoir.